Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons bien sûr parler encore cette semaine, j'ai envie de dire malheureusement, de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. On avait déjà fait une vidéo la semaine dernière pour essayer de voir quelles pouvaient être les conséquences économiques et financières de cette crise à l'époque qui est devenue une guerre entre-temps. On espérait à l'époque qu'on allait éviter le pire et malheureusement le pire est en train de se produire. Alors bien entendu, si on tombe dans une guerre nucléaire, une troisième guerre mondiale, bon bah là, la bourse, ça sera, etc., ça sera le cadet de nos soucis, ça c'est sûr, mais on va espérer bien sûr qu'on va éviter d'en arriver là, mais d'ores et déjà, il y a des conséquences. Alors bien sûr, les conséquences les plus dramatiques sont des conséquences humaines, humanitaires, avec un nombre de morts, on ne sait pas évidemment, mais la guerre, suivant ce qu'il y a de pire hein, dans l'humanité, j'ai envie de dire, mais on a également des conséquences économiques pour nous, hein, les Français, pour l'ensemble de la planète, et ça a déjà commencé. Alors bien sûr, on prend des sanctions, mais attention, il y a un effet boomerang qui pourrait se produire sur nous, parce que malheureusement, nous sommes encore trop dépendants de la Russie, en termes notamment de matières premières. On va regarder ça dans le détail, encore une fois, en dehors de toute polémique. On n'est pas là pour polémiquer, on est là pour dire la vérité, pour savoir ce qui peut nous arriver, comment également on peut se protéger, on peut protéger notre épargne, et puis éviter évidemment de tomber dans le pessimisme excessif, bien entendu, mais il faut avant tout être réaliste. Alors on y va tout de suite avec déjà des éléments clés, si vous voulez. Il ne faut pas oublier que la Russie, hein, on l'a laissé devenir, je dirais, l'un des premiers fournisseurs mondiaux de matières premières. Alors dans certains domaines notamment, par exemple le gaz naturel, hein, la Russie est donc le deuxième producteur mondial, 18% de la production mondiale, juste derrière les Américains. On a deuxième producteur également de pétrole, 12,4%, et oui, c'est pas rien, même devant l'Arabie Saoudite. C'est le dernier chiffre de 2020. On a également quatrième producteur mondial d'électricité, sixième producteur mondial de charbon, et surtout, les Russes exportent énormément. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'en termes d'exportation, alors là, vous voyez, la Russie est le premier exportateur de gaz naturel dans le monde, 22,6% des exportations nettes mondiales, premier exportateur également de blé, et oui, et depuis 2016, et ça c'est très important, on le verra tout à l'heure, que ça a des conséquences sur les biens alimentaires. Vous voyez, c'est 10% de la production mondiale, mais 20% des exportations mondiales. Deuxième exportateur de pétrole et troisième exportateur de charbon. Donc évidemment, certains pays sont plus dépendants que d'autres. Hein. Par exemple, l'Allemagne, aujourd'hui, 60% du gaz en Allemagne provient de Russie. Donc là aussi, évidemment, on veut tout arrêter, fermer les robinets, mais il y aura également des conséquences pour nous, même indirectes et surtout directes. Et d'ores et déjà, bien, les conséquences, on les voit, c'est que les prix des matières premières flambent. Et par exemple, le pétrole, alors au moment où je vous parle, on est à 103 $ le baril. Donc évidemment, ce sont des sommets depuis 2014, mais surtout, c'est une hausse vertigineuse, vous voyez, par rapport à avril 2020, on était à seulement 19 $ le baril, on était même tombé largement en deçà. Donc ceci va se traduire bien sûr par une augmentation de l'inflation. Alors c'est vrai que aujourd'hui, le monde, la croissance mondiale est moins dépendante du pétrole qu'il y a encore 10, 15, 20 ans, mais néanmoins, il faut savoir qu'à chaque fois que le baril augmente de 10 $, ça enlève 0,4 points à la croissance mondiale. Et oui, c'est ça le problème. Et donc attention, si le baril reste trop longtemps, il va trop loin au-delà des 100 $ le baril, là, ça va commencer à nous coûter cher. Je vous ai fait un petit graphique pour vous le montrer. Vous voyez ici, on se retrouve par exemple en 2008. À l'époque, le baril, hein, c'est la courbe bleue ici, avait flambé à 150 $. On n'y est pas encore, mais néanmoins, dès qu'on a commencé à dépasser les 100 $, on voit que la croissance mondiale, la courbe rouge, a commencé à s'effondrer. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Attention, vous voyez, c'est le cours, encore une fois, le cours du baril. On a un niveau d'équilibre autour des 75-80 $ le baril. Là, on est donc largement au-dessus. Et donc, le risque, c'est que la courbe rouge, donc la croissance mondiale, qui est déjà en train de ralentir hein, pour 2022, parce que justement, il y a beaucoup trop d'inflation, beaucoup de pénuries qui existent déjà, et bien là, ça risque de casser de nouveau. Vous voyez que donc, la courbe rouge, alors on ne va peut-être pas avoir une récession mondiale, mais néanmoins, on risque de passer d'une croissance mondiale de plus de 5,5% en 2021. Jusqu'à présent, on était plutôt à 3,4% pour 2022, mais là, si ça continue comme ça, on pourrait tomber à 1% de croissance mondiale, si cette crise évidemment dure et si les cours des matières premières continuent d'augmenter. Ça c'est pour le pétrole. On a également bien sûr le gaz. Alors pour le gaz, il y a deux évolutions. Le marché américain qui reste en ce moment plus ou moins un petit peu protégé. Les cours augmentent un petit peu. Vous voyez, c'est quand même 238% de hausse par rapport à avril 2020. Mais néanmoins, c'est pas dramatique, notamment par rapport à l'Europe. Là on voit le contrat donc ICE, donc des prix du gaz naturel en Europe. C'est assez incroyable, hein, plus 3720% entre mai 2020 et février 2022. Vous voyez, on est
sur des sommets historiques, tout simplement. Donc ça, c'est particulièrement dangereux parce que ça va évidemment alourdir la facture énergétique de nos économies. Et si évidemment on ferme les frontières, si on a un blocus avec la Russie, ça va être douloureux pour beaucoup de pays européens. Alors, je envie de dire, ça c'est de l'énergie, mais encore plus grave, c'est l'alimentaire. Et l'alimentaire, c'est bien sûr le blé. Et là, regardez, au moment où je vous parle, on a atteint donc un nouveau sommet depuis, regardez bien, avril 2008 sur les prix du blé. Ici, c'est les prix du blé aux États-Unis. Donc bon, finalement, c'est le benchmark mondial, mais néanmoins, ça fait une hausse de 105% depuis juin 2020. Vous voyez, vous vous souvenez, avril 2008, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, parce que c'était évidemment juste avant la crise, et également ensuite, dans beaucoup de pays, on a eu des révolutions qui ont été générées. N'oublions pas, même la Révolution française, en son temps, a été générée notamment parce qu'on avait justement des prix du blé qui avaient flambé. Et oui, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, si les biens alimentaires flambent, alors que donc on n'a pas des revenus à l'aune de la hausse des coûts des cours des matières premières et donc des prix des biens alimentaires, alors là c'est extrêmement dangereux, ça peut générer des crises sociales et sociétales. Donc voyons, on se rend bien compte qu'il faut absolument éviter que cette crise ne dure trop longtemps, qu'elle s'embrase bien entendu, parce que là si ça continue comme ça, on va avoir des crises un peu partout dans le monde, des crises encore une fois parce que les peuples malheureusement auront faim, auront des difficultés à joindre les deux bouts, et peut-être même évidemment chez nous, dans les pays développés, et ça c'est particulièrement dangereux, sachant qu'évidemment on a déjà une inflation qui est très forte et qui va encore augmenter. D'ailleurs, si on regarde l'ensemble des matières premières, c'est l'indice qu'on appelle de CRB, là aussi ça continue d'augmenter, on le voit régulièrement ce graphique, mais toutes les semaines ça augmente de plus en plus. Là on est, vous voyez, 149% de hausse depuis avril 2020, un plus haut depuis novembre 2014. Donc c'est ça qu'il va falloir digérer pour les prochains mois, les prochains trimestres. Et d'ailleurs, les chiffres de l'inflation française du mois de février viennent de sortir. Jusqu'à présent, on disait, bon, regardez, en France, ça va, l'inflation, elle est limitée, tout va bien dans le meilleur des mondes. Eh bien, c'est plus le cas. Ça y est, là, c'est les chiffres du mois de février qui viennent de sortir. Donc avant, évidemment, les conséquences de la crise russe ou de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc là, on a, vous voyez, 3,6% d'inflation selon les normes INSEE et selon les normes Eurostat, également calculées par l'INSEE. Néanmoins, on est déjà à 4,1% d'inflation. Donc là, vous voyez qu'on a retrouvé le sommet de 2008, et ensuite, pour retrouver plus haut, il faut monter à 1991. Donc là, ça montre bien que, attention, on a une inflation qui est en train de flamber en France également. Nous ne sommes plus protégés malgré toutes les aides qu'on peut avoir, tous les prix administrés, entre guillemets, EDF qui doit payer la facture à la place des ménages, etc. Bon, très bien, mais néanmoins, l'inflation monte quand même. Et là, vous voyez, dernier chiffre également qui vient de sortir, les prix à la production au mois de janvier en France, donc indicateur avancé de l'inflation, on est à plus de 20%, c'est la courbe bleue, donc ça veut dire que la courbe rouge de l'inflation, qui est donc encore une fois à 3,6%, pourrait très vite monter à 5%, et ça évidemment on n'a jamais vu depuis les années 80. Donc encore une fois, toute notre génération n'est pas du tout habituée, on ne sait pas ce que c'est la forte inflation. Et donc c'est ce qui évidemment peut nous coûter extrêmement cher en termes de pouvoir d'achat et en termes de stabilité sociale et sociétale. Alors si on reste sur le cas russe, il y a aussi beaucoup d'entreprises françaises, parce que ça aussi, qui sont implantées effectivement en Russie, et d'ailleurs vous savez que la France est le pays qui emploie le plus, le pays étranger qui emploie le plus de salariés en Russie. 160 000 salariés sont présents donc en Russie, donc payés finalement par les entreprises françaises, et 35 entreprises du CAC 40 sont implantées également en Russie. Alors je vous ai mis quelques exemples. Le groupe Auchan, évidemment, 255 magasins Auchan. Alors évidemment, quand on a un discours très dur à l'égard des Russes, attention à l'effet boomerang, parce que évidemment, les Russes, malheureusement, ne sont pas forcément très sympathiques quand on les embête, et donc ça peut coûter cher à nos entreprises qui sont implantées là-bas. Bien sûr, Decathlon, Leroy Merlin, Total Energy, Renault, ex-Peugeot, Citroën bien sûr, Engie, etc. Société Générale, qui possède la banque Rosbank, donc là aussi un danger, bien entendu. D'ailleurs, en tout cas, le cours de la Société Générale en bourse a fortement baissé dernièrement. Voilà d'autres exemples, Air Liquide, Saint-Gobain. Toutes les grandes entreprises françaises, finalement, sont en Russie, et je ne parle même pas, évidemment, des entreprises qui exportent, évidemment, depuis la France vers la Russie, notamment dans le luxe. Et là, regardez, ça c'est les chiffres de 2021, on a quand même exporté 6,5 milliards d'euros vers la Russie en 2021. Alors comme on a un déficit extérieur de plus de 80 milliards d'euros, évidemment si on supprime certaines exportations, ça peut nous coûter cher. Donc vous voyez, le monde n'est pas binaire, c'est-à-dire c'est pas on va punir les Russes et nous on va rester tranquille. Bien sûr, il fallait faire quelque chose, il fallait réagir, mais attention, le vrai chemin évidemment, il est plus dans la diplomatie, parce que si on rentre dans une guerre économique, sans
parler d'une guerre militaire évidemment, on aura bien entendu les retombées qui ont d'ailleurs déjà commencé. Et alors la question est de savoir, c'est pas grave, on peut se dire, nous on pourra relancer la machine. Et c'est là qu'est le problème, c'est que n'oubliez pas, cette guerre intervient après 2 ans de pandémie pendant laquelle on a utilisé au maximum les leviers de politique monétaire, de politique budgétaire, donc avec une dette publique qui a explosé, une planche à billets qui a explosé. Donc juste pour mémoire quelques chiffres, voilà les chiffres de la dette publique. Alors juste entre le 4e trimestre 2019 et le 3e trimestre 2021, parce qu'on n'a pas encore les chiffres du 4e trimestre, vous voyez, c'est l'Union européenne, là on est à 12 740 milliards d'euros de dette publique, c'est des chiffres vertigineux. Vous voyez que pendant la période, ça a augmenté de 1900 milliards, quasiment 2000 milliards d'augmentation de cette dette publique pour l'ensemble de l'Union à 27. Pour la zone euro, là, ça a augmenté de 1700. Vous voyez que c'est quasiment la même chose d'ailleurs. Donc, c'est la zone euro qui a énormément augmenté cette dette publique. Et parmi la zone euro, le pays qui a la plus forte dette publique, en milliards d'euros, c'est bien sûr la France, 2834 milliards. Et ça va bien sûr encore augmenter. On va bientôt atteindre les 3000 milliards d'euros. Donc, ça a augmenté jusqu'à présent, encore une fois. Simplement, si on s'arrête au 3e trimestre 2021, vous voyez 458,7 milliards d'euros. C'est chez nous que la dette a le plus augmenté, malheureusement. Alors bon, je n'ai pas mis tous les pays, mais là c'est tous les pays qui sont dans le rouge, entre guillemets, qui ont fortement augmenté leur dette publique. On a l'Allemagne également, même si elle a un poids plus important dans l'économie de la zone euro, donc on peut comprendre, entre guillemets. Maintenant, on nous dit qu'elle va se réarmer pour 100 milliards d'euros. Où va-t-on trouver tous ces milliards d'euros, sachant qu'on en a déjà beaucoup utilisé? Donc c'est là le problème, c'est qu'on est déjà très affaibli par la pandémie. Arrive cette guerre qui pourrait générer une crise durable, et là malheureusement on n'a pas les moyens de relancer la machine. Pareil pour la planche à billets, on a fait plus de 4000 milliards d'euros de planche à billets juste dans la zone euro. Donc comment va-t-on faire? Est-ce qu'on va continuer comme ça, sachant qu'on a déjà des dettes publiques, vous voyez, donc là c'est en pourcentage du PIB, alors on a numéro 1 bien sûr la Grèce, 200%, l'Italie 155%, le Portugal 130%, encore une fois c'est au 3e trimestre 2021, ça va encore augmenter évidemment en 2022, l'Espagne 121% et la France, donc 5e, pour l'instant 116%, mais on pourrait bientôt atteindre les 120%, avant même les conséquences de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est ça qui, évidemment, va nous coûter très cher. Alors bien sûr, entre guillemets, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que les taux d'intérêt des obligations d'État ont baissé. Mais ils n'ont pas baissé énormément, vous voyez, ils ont baissé, c'est vrai, fortement. Donc là, c'est le taux d'intérêt à 10 ans pour la dette publique allemande, vous voyez, c'est la courbe bleue. Au moment où je vous parle, on est même repassé en territoire négatif. Ce qu'on appelle en anglais le flight to quality, ça veut dire l'envol vers la qualité. On se dit, comme tout est dangereux, on va quand même acheter des dettes publiques, finalement, des obligations d'État. Voilà, on va en mettre dans le portefeuille, on sait combien on va gagner, pas grand-chose, mais ça va éviter de perdre encore plus. Voilà, c'est ce facteur qui rassure, entre guillemets, mais néanmoins, comme on a une dette publique énorme, mais si je prends le cas de la France, on est encore à 0,5% de taux d'intérêt à 10 ans. Donc on n'est pas revenu dans le négatif, alors c'est qu'on était à 0,8 il y a quelques jours, finalement. Cette crise est venue, je dirais, éloigner les risques d'arrêt de la planche à billets des banques centrales, d'arrêt, donc d'éviter également l'augmentation des taux d'intérêt directeurs des banques centrales. Donc on se dit, ça y est, on est tranquille, on va pouvoir continuer la planche à billets. C'est pas si sûr, parce que justement, on a ce problème de dette publique qui est énorme. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les taux d'intérêt des dettes publiques baissent, mais pas si fortement que cela. Regardez, si vous prenez là le cas italien et grec, là c'est la Grèce en rouge, en Italie c'est en bleu, ça a baissé aussi bien sûr, mais on est quand même à 2,5% en Grèce, on est à 1,6% en Italie. Donc c'est des taux d'intérêt qui restent quand même élevés. C'est pas le quoi qu'il en coûte qui coûte rien, ça coûte quand même. Donc on ne pourra pas faire la même opération, entre guillemets, qu'on a fait pendant la pandémie avec cette guerre, si jamais évidemment elle dure, on espère qu'elle ne durera pas bien sûr, mais bien entendu, c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Et d'ailleurs, les marchés boursiers, parce que là aussi on pourrait se dire, finalement, comme il y aura la planche à billets, ils devraient être contents. Eh ben non, eux aussi ils ne sont pas contents. Alors il y a bien sûr beaucoup de volatilité, là on voit le CAC 40, vous voyez, au moment où je vous parle, on est repassé sous les 6500 points, moins 11,9% donc de baisse depuis le 5 janvier. Donc voilà, il y a eu une tentative de rebond, on s'est dit ça y est, c'est parce qu'on avait un marché qu'on appelle de trading, ça veut dire où les investisseurs sont beaucoup, entre guillemets, donc des spéculateurs qui disent ça a tellement baissé que ça peut que remonter et ainsi de suite. Donc il faut s'habituer évidemment à cette volatilité, mais néanmoins la tendance est extrêmement baissière et tant qu'on n'aura pas une meilleure visibilité, avec, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup d'entreprises françaises du CAC 40 qui sont présentes en Russie, qui exportent également en Russie, alors là on risque d'avoir des
des difficultés, des mauvaises surprises. Donc il faut rester extrêmement prudent. Et d'ailleurs, l'indicateur de volatilité qu'on appelle le VIX, alors c'est sur le Standard & Poor's 500, la bourse américaine, il remonte. Alors bon, c'est très volatile, donc bien sûr, alors on n'a pas retrouvé le sommet historique du début de la pandémie, mais néanmoins, ça remonte de plus en plus. Et donc ce qui veut dire qu'il faut s'habituer, se préparer à des montagnes russes, malheureusement, sans mauvais jeu de mots. Et c'est ça qui est également extrêmement dangereux pour notre épargne. Donc il faut rester très très prudent. On me disait la semaine dernière, oui, bon, le Nasdaq a tellement baissé qu'il ne peut plus baisser. Non, n'oubliez pas que le Nasdaq avait augmenté donc de plus de 1000% pendant la bulle Internet, et après, il a chuté de 78%. Donc là, il a augmenté de plus de 1100% pendant la bulle du numérique. Pour l'instant, il est à moins 15%. Ça ne veut pas parce que ça fait moins 15 que ça va s'arrêter là. Ça peut évidemment continuer, d'autant que s'il n'y a plus de planche à billets, s'il y a également une récession mondiale, ça va coûter un petit peu cher. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite surprise dans tout ça, c'est le Bitcoin, les crypto-monnaies qui ont rebondi. Oui, parce que finalement, c'est un petit peu l'allié surprise de Poutine, c'est que comme on veut bloquer un petit peu l'accès de la Russie au marché financier, eh bien certains commencent à dire les Russes vont passer par le Bitcoin, alors qu'ils étaient complètement contre. Donc là aussi, ça veut dire qu'il faudra quand même un jour réglementer ces crypto-monnaies, mais toujours dire que ça remonte un petit peu. Là, bon, on est tombé à 37 000 euros le Bitcoin, là on est remonté à 43 000. Bon, ça reste quand même extrêmement volatile, ça montre bien que c'est très dangereux, et vous vous rendez compte que ça profite entre guillemets d'une guerre. Bon, ça, là aussi, d'un point de vue déontologique, c'est un petit peu particulier. Alors, l'autre élément, c'est qu'on aurait pu se dire, bon, si le Bitcoin monte, l'or va baisser. Ben non, l'or garde quand même sa faculté de valeur refuge. Là, on est à 1925 $ l'once, donc ça rassure, évidemment, de tout temps. C'est la valeur refuge depuis des siècles, finalement, l'or, donc ça continue, notamment en temps de guerre. Ça veut dire qu'il faudra, bien sûr, il faut en garder dans le portefeuille. Donc, que faire pour protéger notre épargne? Déjà, il faut être extrêmement prudent. Donc, on peut garder ses actions si c'est sur du long terme, bien sûr, mais si on a des actions un petit peu farfelues, etc., où il y avait des paris, là, ça peut devenir un peu dangereux. On a également donc un petit peu d'or. On peut acheter des obligations indexées sur l'inflation, parce que ça va suivre l'augmentation de l'inflation. L'immobilier risque également de souffrir, mais temporairement, va-t-on dire, mais avant la remontée des taux, parce que en espérant, et ça on l'espère tous, que cette crise va bientôt se terminer, après on va retrouver la réalité, c'est-à-dire l'inflation qui est là, donc les taux d'intérêt qui vont augmenter, donc ça jouera également négativement sur l'immobilier. Donc il faut également être prudent. Donc voilà, il faut rester prudent, faire le dos rond, espérons vraiment qu'on va éviter l'embrasement, parce que c'est un petit peu ce qu'on entend aujourd'hui quasiment tous les jours. Donc ne pas mettre de l'huile sur le feu. Bien sûr qu'il faut prendre des sanctions contre la Russie, mais quand on voit notre ministre de l'économie qui a été très très dur, en disant qu'il allait générer l'effondrement de l'économie russe, qu'il voulait même l'effondrement de l'économie russe, c'est quand même un petit peu bizarre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut calmer le jeu, il faut espérer qu'on va trouver une solution évidemment entre la Russie et l'Ukraine, arrêter évidemment ces morts, ces massacres bien entendu, parce que la guerre c'est toujours malheureusement le lieu de massacre, et donc on pourra retrouver un monde normal. C'est vraiment triste parce qu'après 2 ans de pandémie, on est en train de s'en sortir, là on pensait retrouver un monde normal, ben non, de nouveau, on a une guerre qui est là, donc voilà, on ne peut pas faire grand chose, on peut juste effectivement essayer de voir ce qui peut nous arriver d'un point de vue économique, c'est pas très joli, donc ça veut dire qu'il faut s'armer de patience. Et ensuite, en espérant qu'on sortira de cette guerre, de cette crise, eh bien on pourra repartir sur des bases plus saines. Merci beaucoup, portez-vous bien, encore une fois, espérons qu'on évitera le pire, on le souhaite bien sûr. Bonne continuation et à très bientôt.